pouvez vous asseoir. Voilà, pour les besoins de la cause, l'honorable Isaac Jean-Claude Tchoubaï est à notre disposition. Parce qu'il faut adapter exactement le langage de la presse après un long moment de demandes un peu rhétoriques. Il sera avec nous aujourd'hui. Il va répondre à toutes les questions, mais des questions ciblées, mais également coordonnées par rapport à l'actualité. Merci beaucoup. J'ai plutôt eu de demandes, comme vous les avez ici soulignées, sur le besoin que nous puissions, nous, comme élus du peuple, et là aussi agissant comme quelqu'un qui intervient dans la représentation de l'Assemblée, notamment dans ses activités extérieures, que je puisse venir donner certaines lumières sur notre activité du quotidien, plus précisément avec l'intervention du chef au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est comme ça que je me suis prédisposé à vous rencontrer, et bien évidemment que nous allons parler ici de la nation, de tout ce qui concerne la nation. Il y a des questions qui sont les vôtres de la presse, sur lesquelles je m'apprête bien à donner des lumières par rapport à l'évolution de notre activité et de tout ce que nous faisons actuellement et de la situation du pays. Merci beaucoup. Je reste à votre entière disposition. Ah d'accord, c'est moi qui commence. D'accord. Bienvenue. Je demandais à vous rencontrer sur demande de la plupart d'entre vous sur des questions très précises qui m'avaient été posées, en commençant par le discours du chef de l'État à la tribune des Nations Unies. Et il y a aussi parmi nous des personnes qui ont été connaître l'évolution de la situation de l'état de siège après la plénière que nous avons ici, compte tenu de réclamations de certains élus à propos de la levée, l'allègement ou la suspension de l'état de siège. Je crois que c'est une question que nous avons eu à poser avec certains d'entre vous. Il y a je pense ici, en commençant par le discours de son Excellence M. Bernard à New York, tout ce qui nous a réjoui dans cette mission à laquelle nous avons accompagné le chef de l'État, et de voir qu'il s'est agi d'un chef d'un Congo totalement transformé. Vous pouvez remarquer comme chevalier de la plume ici, spécialiste de la communication, que depuis quelques années, avant bien évidemment la réunion de la sécurité, souvent lorsque vous parlez aux Nations Unies, c'était dans une salle vide. Et parce que là, on va poser la question de la diplomatie agissante, c'est une initiative. Et ça nous pouvait à peine remarquer un groupe de la délégation que produisait le chef de l'État, c'était le moment où l'État boycottait l'État qui était à travers le monde. Ce discours a apporté ça comme nouveauté. Nous avons été en face d'un chef de l'État sûr du pays qu'il dirige depuis 6 ans, ce pays qui fait son grand retour sur la scène internationale, parce que là, il a vu que non seulement que la salle était pleine des étrangers occidentaux, orientaux, africains et tous ces gens que vous connaissez, mais aussi que ce n'étaient pas des gens de ville, c'était des gens qui applaudissaient effectivement à chaque séquence, parce que là, ils ont vu un Congo qui est revenu avec des propositions sur table. À cette occasion, comme vous l'avez bien suivi, le chef de l'État a eu l'opportunité de formuler la revendication, la demande
qui a toujours été celle des États africains, de se voir représentés au Conseil de sécurité des Nations Unies avec un siège, et que vous avez vu que l'évolution récente des positions occidentales parlait plutôt d'un siège sans droit de veto, qui était tout simplement un siège permanent, et donc une catégorie qui n'était ni seul des membres permanents actuels, ni seul des membres non permanents, mais d'un permanent qui, lui, n'avait pas voix au chapitre et droit de décider. Et dans la formulation du chef de l'État, il est allé beaucoup plus loin, non seulement qu'il demande ce siège avec tous les pouvoirs possibles reconnus aux membres permanents du Conseil de sécurité, mais aussi c'est qu'il est allé à la demande de 2 sièges. Et là, l'on comprend qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'est ce Congo qui n'avait pas d'ambition pour de telles responsabilités au plan international, il faut le dire ici. Et lorsqu'on parlait d'un siège pour l'Afrique, nous pouvions l'imaginer ailleurs, en Afrique du Sud, au Nigeria. Maintenant, c'est un Congo qui s'y prête, qui dit « je suis prêt », qui veut aussi participer à cette charge internationale qui est celle de siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est aussi à ce niveau-là, parce que le président non seulement a rappelé que nous étions candidats au Conseil de sécurité comme membres non permanents sur les 10 non permanents, recommandés et soutenus par l'Union africaine et la SADC, mais aussi qu'il a rappelé que par 2 fois, le Congo a assumé cette charge avec beaucoup de responsabilités. Comme vous le savez, la toute dernière fois, c'était en 1991, avec la crise du Koweït. Le Congo a pu accéder à ce poste de membre non permanent du Conseil de sécurité, et que le leadership du Congo, alors Zaïre, ne jamais oublié dans les couloirs des Nations Unies. Et il est plus que temps pour un pays qui revient de l'inertie, qui revient de l'anesthésie, comme nous l'avons été il y a quelques années, que l'on reprenne notre place dans l'arène internationale, et ajouter à cela le besoin que nous devons effectivement siéger comme membre permanent à côté de notre 2e pays. Je ne sais pas quel sera le critère, peut-être francophone, anglophone, mais tout ça ne nous importe pas plus. Ce qui compte ici, c'est que c'est un Congo qui, cette fois-là aussi, a sa face à présenter. Voilà un peu l'essentiel de cette mission qui a été assurée avec beaucoup d'efficacité. En même temps, le chef a présenté un carnet, un cahier de charges sur la table des nations qui se sont retrouvées à New York en ce qui concerne les investissements, y présentant également les évolutions récemment connues dans notre pays, notamment les réformes de loi sur diverses questions, plus précisément dans le domaine des investissements, et en démontrant qu'il s'agissait là d'un Congo ouvert à tout le monde, parce que contrairement à ce que les gens ont tendance à nous faire croire, c'est que nous sommes dans une sorte d'alignement comme de par le passé à l'époque de la guerre froide. Non. Désormais, nous sommes un pays souverain. Nous pouvons collaborer avec tous les États et tous les régimes politiques, sauf des régimes fascistes bien sûr, mais toutes les démocraties qui se prêtent à investir au Congo avec les ressortissants, nous sommes désormais prêts à le faire. Et ce qui est important, c'est de voir que l'intérêt est de plus en plus grandissant pour ce pays. C'est bien évidemment parce que là, nous avons 2 responsables, nous avons un chef qui endosse son costume comme il se doit et qui sait vendre le Congo à sa hauteur. C'était la Chine, après c'était New York, c'était des rendez-vous interminables, et finalement Budapest, où ça a été encore un franc succès de réalisation diplomatique. Voilà un point sur lequel je voulais qu'on échange, parce qu'il y a eu beaucoup de préoccupations. Et il y a la question de l'état de siège. Comme vous l'avez constaté ici, l'état de siège a été décrété depuis bientôt 5 ans. C'était pour permettre à notre armée de se mouvoir afin de pouvoir mettre fin à la crise qui perdure dans l'est du pays depuis bientôt 30 ans, et que nous avons assisté à des débats, bien évidemment ici, qui sont des débats démocratiques
entre les honorables députés qui pensent qu'il faut désormais lever l'état de siège et ceux qui pensent qu'il faut le maintenir. Mais ici, ce qui convient d'être noté, c'est que l'état de siège, d'abord comme mesure exceptionnelle prise par le président de la République, relève d'une compétence qui est différente de celle d'un simple président de la République. C'est une compétence du chef de l'État définie par notre Constitution comme garant de l'indépendance de la nation, garant de la souveraineté nationale et arbitre du bon fonctionnement des institutions. Et donc, lorsqu'il prend une telle mesure dans un contexte comme le nôtre, j'ai toujours pensé que nous n'avons pas assez de moyens pour comprendre le pourquoi, parce que cela relève de ses fonctions les plus régaliennes. Mais en fait, vous avez aussi cet article 85 de la Constitution qui a gardé certains flous dans sa rédaction lorsque, en même temps, on propose que l'état de siège soit régi par une loi qui définit les modalités de sa mise en œuvre. Et cette loi, nous ne l'avons pas encore jusqu'à aujourd'hui, il faut le noter, et qu'en même temps, l'Assemblée nationale et le Sénat avaient plutôt adopté une loi de prorogation qui devrait faire l'objet de renouvellement chaque 15 jours, qui n'est pas clairement ici noté dans la Constitution, parce que en ce qui concerne l'état de siège, la Constitution ne parle que de deux lois. La première est celle qui organise les modalités de mise en œuvre. La deuxième possibilité d'avoir la loi, c'est celle qui vise la possibilité que l'Assemblée mette fin à l'état de siège par une loi. Tout cela n'a pas été le cas, mais nous sommes du moins devant ce débat, qui est une réalité que nous devrions aborder avec toute responsabilité. Ce qui est sûr ici, c'est que nous rappelons toujours aux uns et aux autres que la question qui touche l'état de siège aujourd'hui en RDC, c'est une question qui touche fondamentalement la sensibilité stratégique des opérations militaires sur terrain, et qu'il n'est pas aisé, lorsque les honorables députés souhaitent le débat, il n'est pas aisé d'amener une telle question devant les caméras pour pouvoir débattre. Mais il n'est pas interdit, par exemple pour notre Assemblée où nous avons une commission défense et sécurité, il n'est pas interdit que par le truchement de cette commission, que l'Assemblée puisse s'enquérir de l'évolution des choses au niveau du gouvernement, pourquoi pas du chef de l'État, pour en savoir un peu plus. Mais ce qui est important ici, c'est de dire ou de répondre parfois aux questions qui sont posées. L'état de siège a échoué. Moi, je sais que depuis que cette guerre a commencé en 1996, et chaque fois qu'elle éclate, c'est au bout de 3-4 jours que la ville de Goma tombe, que la ville de Bukavu tombe. C'est pour la toute première fois que ça fait 3 ans que ces individus se battent pour tenter d'atteindre ces deux grandes villes du pays. Je crois qu'il y a de quoi reconnaître en cet état de siège des vertus qui ont permis que notre armée fasse son travail, et que c'est cette armée aussi qu'on attaque tant, qu'on vilipende tant, alors que pour la première fois nous avons vu qu'elle se bat, comme je l'ai dit ici, depuis 3 ans. Elle n'a pas cédé les grandes villes, bien que nous déplorions le fait que cette crise, cette guerre barbare perdure. Donc nous pensons que c'est une question qui doit être discutée en tenant compte de responsabilités constitutionnelles dévolues à chaque institution, en commençant par le chef de l'État, l'Assemblée, mais aussi le gouvernement de la République, qui est chargé de la mise en œuvre de la politique nationale qui est codéfinie ici avec le chef de l'État. C'est dans cette perspective que vous avez constaté, par exemple, que il y a eu des positions, mais au finish, nous en tenons à ce que le règlement prévoit, parce que là, c'est le vote démocratique qui a eu lieu. Il y a eu une motion qui a été soumise au vote dans les conditions que prévoit notre Constitution, et que la motion a été admise, ainsi nous l'avons appliquée comme il se devait. Donc il n'y a eu aucune offense contre l'institution suprême de notre pays, qui est la Constitution.
nous l'avons respecté à la lettre. Il ne s'est pas posé de problème là-dessus. C'est la deuxième problématique sur laquelle nous avions convenu d'échanger ici. Et aussi, vous avez posé des questions sur l'intervention du cardinal sur France 24. Là où il aurait souligné que l'État congolais était un État au bord du gouffre, que c'était un failed state, un État failli. Et bon, ça c'est l'opinion d'un citoyen congolais. Et il a son baromètre, il a son unité avec laquelle il mesure l'état de l'État au Congo dans les circonstances qui sont les nôtres. Ce que moi je sais, c'est que la situation est plus ou moins particulièrement différente, et elle est d'autant plus différente de tout ce que nous avons vécu dans ce pays depuis 30 ans. Parce que moi j'ai passé toute ma scolarité en train de prendre en charge les enseignants, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Nous avons généralisé la gratuité de l'enseignement et que c'est un système qui va s'améliorant. On ne peut pas comparer l'état d'aujourd'hui à l'état que nous avons vécu il y a 30 ans dans ce pays. Moi, je vous parle ici, je suis un professeur d'université. Vous êtes de spécialistes de la communication. Je vous mets au défi, par exemple. Vous pouvez aller à l'université. Vous constaterez que moi, comme professeur d'université, j'ai accès gratuit aux soins de santé dans tous les grands hôpitaux de ce pays ici. Ça ne se limite pas à moi. C'est à mon épouse, c'est à mes enfants. Ça n'a jamais été vécu dans ce pays ici. Et qu'on dise qu'au moment où cela se réalise dans ce pays et que nous soyons le seul pays en Afrique à vivre une telle expérience, qui n'existe nulle part ailleurs, qu'on dise que le pays est au bout du gouffre, on n'y comprend plus rien. C'est là que moi j'ai dit, il s'agit d'apprécier, de voir quels sont les baromètres utilisés pour apprécier les chaos que le cardinal décrit tant dans ses speeches et souvent à l'étranger, ce qui est intriguant du reste. Moi je sais aussi que dans ce pays, nous sommes nés ici, je vois pour la première fois une route asphaltée, une route moderne, en train de traverser ma province, qui n'a jamais connu cela dans son histoire, et que c'est des réalités qu'on voit à Uvira vers Bukavu, c'est des réalités qu'on voit à Lusambu, qu'on voit à Kalemi, qu'on voit à Kamina, une province de Olomami souvent abandonnée à son triste sort, qui se voit traverser aujourd'hui par une route asphaltée pour la première fois de notre existence, et qu'on puisse dire, écoutez, c'est un État failli, ça ne peut qu'être intriguant. Nous avons vu dans ce pays, avant l'arrivée du président Tshisekedi, nos militaires ici se battaient en babouche, et nous connaissons la qualité de tenue qu'ils avaient, et qu'aujourd'hui qu'ils sont habillés, même si nous sommes conscients que leur condition n'est pas encore totalement satisfaite, ils sont habillés aujourd'hui, qu'ils peuvent avoir accès aux soins de santé et dans des hôpitaux modernes construits dans leur propre camp. On peut venir nous dire que c'est un État en faillite. Nous sommes nés dans ce pays, nous avons trouvé ce pays ici. Depuis que les Belges sont partis, ils ont laissé 3 universités dans ce pays, et pour la première fois qu'on construit une université, c'est Félix Tshisekedi qui l'a fait, et il en construit 5 du coup dans ce pays, c'est visible. Il n'y a peut-être que lui qui ne voit pas ça, mais vous voyez, parce que je vois la plupart d'entre vous qui partent à Kananga, ils filment l'université en construction, ils filment l'université en construction à Bunia, ils filment l'université en construction, l'IBTP est ici à côté, vous avez vu, et l'UPEN, depuis que cet établissement d'enseignement supérieur a été construit, n'a jamais connu une couche de peinture, et ça a été reconstruit, retapé. Aujourd'hui, c'est une université qui vit. Et lorsque vous allez à l'université de Kinshasa, pour la première fois depuis que les Belges sont partis, la voirie de l'université a été refaite et des conditions minimales de travail sont en train de se rétablir. Et moi, je vois un pays qui renaît de cendres, un pays que le président Tshisekedi a trouvé dans un état de coma. Alors, cette fois-là, on peut nous dire que c'est un État failli devant lequel on se présente. Je ne vois pas, moi, ce pays-là. Nous sommes conscients, bien évidemment, des difficultés que nous éprouvons
la guerre qui nous est imposée et que nous la tenons depuis 3 ans avec responsabilité seule, il faut le noter, parce que la MONUSCO vous a dit qu'elle ne se battait pas, elle n'avait pas de moyens, alors que depuis que nous voyons cette guerre-là, chaque fois qu'on y a résisté, c'est grâce à la MONUSCO. Et là, nous nous battons seuls, nous tenons ce front-là seuls depuis 3 ans. C'est parce que les moyens, comme le chef de l'État lui-même l'a souligné, c'est pour la première fois que la République met vraiment les moyens à la disposition de l'armée pour qu'elle se batte, cette armée qui est gratuitement vilipendée alors qu'elle fait du travail très notable. Donc, il est de ces choses qu'il faut observer, qu'il s'agisse du domaine des libertés. Et il faut le constater, de plus en plus dans ce pays, il n'y a pas de manifestations chaque jour comme on les vivait autrefois, alors que c'est libéré. Cette fois-là, on ne descend plus les gens dans la rue comme on l'a fait un certain 19 septembre à l'occasion de rien. On a tué dans cette ville plusieurs milliers de personnes. On ne le fait pas. Les libertés ont été effectivement libérées. Les Congolais peuvent s'exprimer. Et vous, de la presse, vous le savez. Vous pouvez le noter, le souligner et le dire aux gens avec beaucoup de responsabilités. Voilà un peu des questions qui nous préoccupent ce jour. Il y a d'autres débats certainement que vous aurez à évoquer, que nous allons aborder face à face. On n'a pas à se camoufler là-dessus. Nous sommes entre nous Congolais, nous allons nous parler en des termes beaucoup plus clairs et donner toutes les lumières qu'il faut sur toutes ces questions-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après l'oral du premier vice-président, je demanderai, on va ouvrir d'abord la série de questions-réponses, mais je demanderai que cela puisse se faire en respectant la formule des 3C. Soyez clair, concis, et puis également courtois dans les questions. Plus précisé, vous abordez quel point? C'est seulement des questions, pas plus pour donner des temps à tout le monde. Nous allons prendre la première série avec Rachel Zita. Présentez-vous. Merci beaucoup. Je suis Rachel Kitita, journaliste Actu 30. Je n'ai qu'une seule question à poser au premier vice-président de l'Assemblée nationale. Autre question d'actualité, je suis dans les questions d'actualité, du moins dans la question d'actualité, c'est la question de la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo. D'actualité sur la table du bureau de l'Assemblée nationale, si oui, pourquoi réviser la Constitution? Quels articles peuvent faire l'objet de cette révision constitutionnelle puisque la question fait son chemin dans le pays? Merci beaucoup. Les débats sur la révision constitutionnelle, moi je ne suis pas de cette nature fétichiste. Moi je ne veux pas fétichiser les choses. La Constitution, elle reste une loi. Elle est la loi fondamentale, certes. Et depuis qu'elle a été adoptée, elle a connu des révisions. Et je peux vous surprendre parce que parfois vous faites semblant qu'elle a connu des révisions, même dans sa version la plus radicale, parce que l'article 220 a été modifié en 2011. Lorsque, par exemple, on a inséré la possibilité que le gouverneur de province soit révoqué par le chef de l'État, alors que dans sa version primaire, il était convenu que le gouverneur de province est élu et révoqué par l'Assemblée provinciale. C'était un pouvoir exclusif de la province. Et lorsque vous lisez le dernier alinéa de l'article 220, on y précise exactement qu'il ne sera pas procédé à une quelconque modification qui toucherait les pouvoirs de province et des entités territoriales décentralisées. Ça a été fait. Alors, ce n'est pas pour autant dire que moi je suis ici pour être une chambre de la révision servile de la Constitution. Je m'imagine qu'il est toujours un droit pour les peuples de s'arrêter à un moment donné, de se dire si ces institutions sont en bon point. Moi je sais, tout ce que je vois, c'est que cette Constitution a été obtenue. Nous étions nous tous ici déjà vivants. Moi j'étais en terminale à l'université, c'était par une sorte de bargaining de la classe politique. Lorsque je dis bargaining, je ne vois pas la négociation, je vois une sorte de marchandage qui a été
menée au sein de la classe politique pour obtenir cette constitution. D'abord, elle a été négociée par deux belligérants. Depuis lors, le RCD ne s'y reconnaît plus parce qu'il a repris les armes depuis longtemps sous d'autres facettes de M23 et consorts, ce qui signifie que le compromis qui avait donné lieu à cette constitution a volé en éclat. Depuis lors, une grande partie de ce qu'on appelait alors la composante gouvernement de Kinshasa ne s'y retrouve plus parce qu'ils ont carrément rejoint le M23 pour se battre armes à main. Mais lorsqu'on parle des lois, nous, moi j'ai cet avantage d'être un juriste, publiciste, d'être un politicologue. Je réfléchis en deux. Les lois doivent avoir leurs assises. Premièrement, c'est que nous avons ce qu'on appelle les sources de droit dans un pays, mais nous avons aussi ce qu'on appelle les facteurs de droit. Les facteurs de droit, c'est les motivations qui amènent un peuple à se choisir une légalité donnée. Et la première de ces motivations, lorsque nous avons adopté cette constitution, c'était exactement que plus personne ne recourt aux armes pour tenter de prendre le pouvoir de manière arbitraire comme ça s'est fait. Qu'est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui? Est-ce que cette constitution a réussi à formaliser ce vœu-là, à contrôler cette tendance à aller conquérir le pouvoir par le voie des armes? Je peux dire non, ça c'est clair. Et si c'était ça la motivation principale, parce que dans sa rédaction même, l'objectif était qu'on mette fin à la guerre et une fois pour toutes, on a dit plus jamais ça. Alors qu'on a vu que ceux qui l'ont obtenu par cette sorte de marchandage que j'ai décrit ici ne s'y retrouvent plus. Et est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il y a un problème qu'on peut évaluer? Je vais dire que je ne suis pas partisan ici du discours, on révise ou on ne révise pas, mais on peut analyser que chaque fois que les institutions fonctionnent, nous avons assisté à des débats tragiques. Des débats tragiques parce que chaque acte que le président de la République a posé dans l'exercice de ses compétences a été contesté. Les décisions des juges sont contestées alors que c'est de cette constitution que les juges tirent leur pouvoir, y compris les juges suprêmes comme la Cour constitutionnelle, comme la Cour de cassation. Mais lorsqu'ils ont rendu qu'il s'agisse en matière électorale, on a contesté. Tous les résultats des élections, depuis que la Constitution est entrée en vigueur, ont été contestés. C'est pour vous dire qu'en clair, il y a de plus en plus cette poussée de pensée dans le peuple de la nation qui dit que la Constitution ne sécurise plus le vouloir être collectif que nous avons mis ensemble. Ça, c'est une réflexion. Moi, je ne suis pas partisan d'un camp ou de l'autre. Lorsque ce débat nous sera déposé sur table, nous allons l'aborder avec responsabilité. Est-ce que lorsque, par exemple, à 2 reprises ou 3 reprises, on a vu la Cour constitutionnelle censurer les arrêts de la Cour de cassation ici ou du Conseil d'État, est-ce que tout ça, ça ne peut pas être interrogé pour nous dire qu'il y a des choses qui doivent être adaptées à la réalité lorsque le chef de l'État, dans l'exercice de ses compétences lui dévolues par la Constitution, il décrète l'état de siège. Nous avons assisté à une crise ici, lorsque le Parlement a voulu bien se donner le pouvoir de censurer. On va devant les juges et que les juges se sont prononcés, on s'incline. Mais là, nous sommes en face d'une réalité que soit on a des contestations, et même lorsque le juge tente de résoudre ces contestations, on s'oppose. Ça signifie que les écrits de la Constitution tels que nous les avons formulés en 2006 ne font plus autorité. Moi, je crois qu'il y a un débat à avoir là-dessus. Lorsque on peut tomber dans la désuétude ou dans la caducité et qu'on ne pouvait pas rester cloisonné dans une situation où personne n'a l'initiative, le constituant dérivé a dû se faire l'idée qu'il fallait qu'il y ait quand même dans la nation quelqu'un qui a l'initiative de pouvoir soit réviser ou faire réviser la Constitution, ou la faire changer en soumettant la question à l'approbation du peuple. Et ça, ce n'est pas, à ce que je sache, Félix Tshisekedi qui l'a fait, c'est une Constitution qu'il a trouvée avec ces modifications-là. Il va sans dire que si aujourd'hui il y a un débat de cette nature sur la modification, le
changement de la Constitution, c'est un débat démocratique pour autant que l'on n'arrive pas à nous dire quel est ce précepte légal ou constitutionnel qui l'interdit farouchement. Donc, là, il faut connaître le courage de regarder les choses de cette manière-là et de les apprécier objectivement et de rester cloisonné dans l'idée, bon, écoutez, on ne modifie pas la Constitution. Ok, on ne modifie pas la Constitution. Le président de la République a nommé les juges à la Cour constitutionnelle conformément à la Constitution, on a contesté. On ne modifie pas la Constitution. La CENI publie les résultats, on conteste. On ne modifie pas la Constitution. Le chef d'État décrète l'état d'urgence, on conteste. On ne modifie la... Finalement, nous tous nous sommes à peu près d'accord qu'on n'applique pas la Constitution, on ne peut pas l'appliquer, mais on ne la modifie pas. C'est ça des problèmes pour lesquels un peuple qui veut aller de l'avant doit avoir le courage de se regarder dans les yeux et dire qu'il faut décider. Moi, je ne suis pas un extrémiste pour dire que ceci est absolument bon et ce qu'on dit de l'autre côté est totalement faux. Mais je pense que pour autant, aujourd'hui, il y a des gens qui estiment et qui ont handicapé pratiquement 2 mandats d'un président de la République élu en prenant les armes pour tenter de conquérir le pouvoir militairement, en occupant 2 territoires alors que c'est ce que cette Constitution avait voulu primordialement interdire. Il y a déjà un débat qui s'ouvre, il faut l'aborder avec responsabilité. Moi, je pense que c'est ça mon point de vue. Merci beaucoup. Avec l'autorisation de l'honorable, j'aimerais bien qu'on puisse répondre aux 3 questions. Vous videz d'abord la première série des 4. Nous prenons Top Congo, RTNC et puis TV5. Et puis on va continuer les questions. Merci beaucoup, c'est Marcel Kitambala. La première question, c'est en rapport avec Marcel Congo, pardon. Alors, vous dites que vous affirmez haut et fort que les forces armées de la RDC sont là sur le terrain. Pourtant, c'est faux, ce sont des Ouattaniers. Les forces armées de la RDC, eux, ils sont là parce qu'ils respectent les ils ne se battent pas. Et si vous vouliez aussi que l'appui logistique de la MONUSCO, ce serait un scandale ou un problème diplomatique aussi, parce qu'aujourd'hui, si la vie de Dieu ne tombe pas, c'est aussi parce que il y a un dispositif important de la MONUSCO qui vient de l'appui. Il y a une opération, j'ai eu le nom malheureusement, mais une opération c'est justement pour pouvoir protéger la vie. Mais non, ça c'est juste la deuxième question. Oui, la deuxième question concernant la révision de la Constitution de notre pays. Là, on vous pose la question en tant que politique, mais aussi en tant que là, le cadre du parti présidentiel. Votre secrétaire général a parlé. Aujourd'hui, on vous pose la question. Si vous acceptez que les débats autour de la Constitution est réel, si on devait exactement réouvrir cette Constitution, pour vous, le chef de l'État pourrait avoir combien de mandats? Le système de mandat de l'État renouvelé à combien? Merci. Merci, monsieur. C'est Alain Bikaï, RTNC. Honorable Premier vice-président, quand on suit le cardinal Ambongo, on vous accuse, vous, l'Assemblée nationale. On a vu le procureur général venir sur et empêcher l'action du procureur général de la République. C'est pas pour cela qu'il dit que non, l'État est un État faillite. Comment on peut laisser des voleurs, ceux qui détournent les deniers publics, en couvrant les routes de Kinshasa comme ça? Deuxième question. Monsieur le Premier vice-président, on a votre parti, et vous également. Dans un passé récent, en 2011, on vous a vu au front battre la campagne contre la révision constitutionnelle. Quand j'ai annoncé que vous serez devant nous, vous allez parler, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo. Une vidéo où je vois l'actuel chef de l'État qui est haute autorité de référence du parti, en train de dire ceci, que les bombes du Congo séparent la révision constitutionnelle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui change? Il devait ce pouvoir. Qu'est-ce qui change pour que vous veniez aujourd'hui nous dire que la révision constitutionnelle, vous pouvez faire la révision constitutionnelle ou le changement des constitutions? Qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Merci. Monsieur le Premier vice-président,
la guerre dans la partie est du pays se termine pour que ces débats aient lieu, parce que ne pas le faire, permettre par exemple que ces débats aient lieu, et que par exemple le Parlement arrive à faire passer une loi et qui est référendum, cette loi va carrément, cette constitution, si jamais elle est révisée, ça veut dire ceux qui seront dans cette partie occupée ne se reconnaîtront pas en cette constitution-là. Ce que le régime en place sera en train de militer pour la partition ou la balkanisation de la République démocratique du Congo. Ça, c'est la première question. Deuxième question, j'aimerais rejoindre le confrère de Top Congo, mais en posant autrement la question sur le mandat de l'actuel président. Si cette révision a lieu, ça veut dire que le président actuel pourra continuer un autre mandat, les deux mandats qui vont s'achever pourront continuer ou pas? Merci. Merci beaucoup. Merci. Je n'ai pas dit que le débat ne doit pas poser problème. J'ai insisté sur le fait, comme on a vu, il ne faut pas fétichiser ce genre de débat. Parce que c'est un débat normal et ce n'est pas démocratique d'empêcher un Congolais de réfléchir. Vous avez parlé du CG. Kabila qui a réfléchi, je crois que il n'y a pas une position de l'UDPS qui a été donnée, c'est vous qui devenez dictateur. Lorsque vous refusez qu'un citoyen congolais réfléchisse, il peut réfléchir. Moi aussi avec vous, je réfléchis. On va bien évidemment se poser des questions autour de l'efficacité de la Constitution elle-même et surtout de comment il rencontre les vœux de ceux qui, à Sun City, ont dit qu'ils voulaient bien conjurer les actes du passé, plus précisément cette guerre qui ne se termine pas, alors qu'aujourd'hui on voit que c'est cette même guerre qui continue et les mêmes acteurs qui ont consigné ça dans la Constitution se retrouvent, c'est qu'ils n'ont plus foi probablement dans cette Constitution, qui ne leur fait plus peur, parce qu'elle interdit, plus précisément à son article 64, alinéa 1er, elle interdit cette attitude. Et les rédacteurs eux-mêmes se retrouvent maintenant à ma main en train de se battre. Est-ce qu'il n'est pas là l'occasion de s'interroger sur ce qui en reste encore? Voilà. Moi, je lance aussi une façon de réflexion parce que vous avez posé cette question, d'ailleurs à laquelle je ne m'attendais pas parce que les points que j'avais pensé discuter avec vous étaient annoncés avant, mais vous l'avez souligné, je crois qu'il faut en parler. C'est là que je parle d'un point de responsabilité. Responsabilité, pourquoi? Parce que nous sommes dans des hypocrisies. Lorsque la Cour constitutionnelle prend un arrêt et qu'on vous dit que ces arrêts sont rendus en dernier ressort, et vous contestez cet arrêt-là, qu'est-ce qui en reste? Parce que c'est l'unique moyen constitutionnel de pouvoir se faire justice, et vous dites nous ne sommes pas d'accord avec l'arrêt de la Cour. Qu'est-ce qui vous reste? N'est-ce pas de prendre les armes et tenter de renverser le pouvoir par les armes? C'est ça le problème. De plus en plus, la sacralité de la Constitution, nous le voyons, ne plus sérieusement prise en considération dans la classe politique et même dans le pays. Il est temps de penser comment redorer cet éclat du texte fondamental, de notre loi fondamentale. C'est ça même l'assise juridique de la République. Si tout ce que l'on fait maintenant en fonction de la Constitution est contesté, c'est là que je me pose des questions s'il n'est pas temps de réfléchir sur l'ensemble du texte pour voir qu'est-ce qui reste et voir comment nous pouvons réfléchir. Il y a ici la question qu'on m'a posée de c'est je crois Alain, par rapport à ce que Monseigneur le cardinal a dit. Moi je chéris les libertés, j'aime que les gens parlent, j'aime que les gens s'expriment. Et si vous observez bien, le pouvoir du président Tshisekedi laisse les gens parler. Vous parlez tellement jusqu'au-delà de vos libertés, jusqu'au-delà de vos droits. Ça, au moins, c'est ce qui est exceptionnel. Et beaucoup de gens, moi, j'ai rencontré de frères africains récemment à Malabo qui s'étonnaient du degré de liberté au Congo. Ils s'étonnaient, ils disaient, c'est pas possible. Même les Français eux-mêmes n'ont pas fait ça. Qu'un pays, tout le monde soit autant libre de parler de
qu'il veut, de vie des gens, de femmes des gens, de comme il veut, parce que tout simplement, on a choisi de servir le pays comme président, on a choisi de servir le pays comme député. Nos vies privées ne comptent plus. Et ça, c'est très intéressant. Maintenant, lorsque vous donnez l'exemple de l'Assemblée nationale qui bloque le procureur, moi, je voulais vous renvoyer cette balle, parce que avant que moi je n'arrive ici, l'Assemblée nationale a été saisie par l'office du procureur sur plusieurs cas d'autorisation de poursuites contre certains responsables d'État, soit pour leur gestion ou pour autre chose, et que chaque fois que le procureur s'est présenté devant cette Assemblée pour demander l'autorisation de poursuite, l'Assemblée a donné. Et quelle est la suite qui a été réservée à ces résolutions de l'Assemblée? Moi, je ne dis pas que parce que l'Assemblée a autorisé, il faut absolument que le procureur poursuive jusqu'au bout, parce que c'est facultatif. Il a le pouvoir d'appréciation. Encore qu'il y a deux phases dans cette gymnastique. Lorsqu'il s'agit des ministres, le procureur vient ici demander l'autorisation de poursuite. Ce n'est pas, contrairement à ce que j'entends souvent, la levée des immunités. L'immunité ne s'élève pas. Il vient demander l'autorisation de poursuite. Il va instruire, après s'il estime devoir saisir la cour, il vient demander l'autorisation de poursuite. Et les procureurs ont toujours obtenu ça. Nous, lorsque nous sommes arrivés ici, je dois noter, que toutes les initiatives de contrôle parlementaire ont été libérées. Tous les députés qui ont eu l'idée de s'enquérir d'une situation donnée auprès d'un ministre ou d'un gestionnaire, en tout cas, le bureau de l'Assemblée ici n'a pas fait obstacle à cela. Il a libéré. Lorsque, dans l'unique cause où le procureur général a saisi cette Assemblée, il a obtenu l'autorisation de poursuivre. Et donc, on ne peut pas soupçonner l'Assemblée ici. Et c'est pour vous dire combien la démocratie fonctionne. Il y a la majorité ici que vous connaissez qui est de l'Union sacrée, c'est une majorité du président Tshisekedi. Et que c'est pour la première fois plus ou moins dans ce pays-là où la majorité du président siège dans cette assemblée et lève l'option de déférer en justice quelqu'un de la famille politique du chef de l'État. Et tout ça, c'est ce que vous, comme journaliste aujourd'hui, vous ne dites pas. Lorsque vous parlez du Congo, de votre pays, ce que vous en déduisez, c'est un pays accablé par la corruption, tout ça. Même si on parle de la corruption aujourd'hui, Monseigneur a eu raison d'en parler. C'est nous qui en parlons, parce que avant l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir dans ce pays, l'IGF était enterré. C'est lui qui a ressuscité l'IGF et il a laissé à l'IGF les mains libres pour que la corruption soit non seulement dénoncée mais aussi punie. Et ça ne signifie pas qu'on soustrait à la justice ses pouvoirs d'apprécier les faits avec les données dont elle dispose. Ça, ce n'est pas notre rôle. Ce qui devrait vous préoccuper, vous intéresser ici, c'est que le président Tshisekedi, contrairement à tous ceux qui se sont succédés à la tête de ce pays, lui au moins a laissé sa majorité parlementaire sévir contre les personnes de sa famille politique. Lui au moins a laissé un service public pourtant soumis ou placé sous son autorité traquer les gestionnaires, y compris sa famille politique. Et lorsque je dis depuis que nous sommes au Congo, c'est la première fois que nous vivons ça. Et beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui, bien évidemment, c'est la première fois que vous les voyez dans ce pays ici. Moi, parce que vous êtes revenu au propos de Monseigneur, moi je suis né dans ce pays. Moi j'ai étudié dans l'une de très grandes écoles de ce pays construite par les Belges. Et lorsque je vous parle aujourd'hui, c'est des décombres, tout est parti. Et que moi, lorsque je grandissais, je savais que pour qu'on ait une école dans mon village, il faut que les Belges reviennent parce que c'est eux qui savent construire. Et vous, vous êtes journaliste. Je crois que Monseigneur, il s'appelle bien archevêque métropolitain. C'est-à-dire, il est Monseigneur de Kinshasa, c'est vrai, où il y a Boboto, il y a Bosangani, des écoles qui font de très bonnes choses pour l'Église notamment, et que nous apprécions beaucoup. Ça ne l'a pas intéressé. Le besoin de voir dans mon village une école être construite, c'est qu'aucun autre régime n'a fait dans ce pays avant l'arrivée de Tshisekedi. Et ces écoles sont construites dans chacun de nos secteurs. Vous pouvez compter que nous en avons à peu près 718
Quel est cet autre régime qui, en 5 ans, a pu construire 718 écoles dans ce pays ici? Et lorsqu'il faut vous rappeler que dans chaque chef-lieu de secteur, on construit un bâtiment administratif, on construit un centre de santé. Est-ce que même les Belges qui ont fait 80 ans ont pu faire ça en 80 ans? Ils n'ont pas fait. Ça, c'est exceptionnel. En 80 ans, ils ont construit 3 écoles. Ici, vous avez un président qui en construit 5 en 5 ans. Et après, quelqu'un peut vous dire, c'est un pays au bord du gouffre. C'est un regard différent. Il y a des gens qui vivent à Kinshasa, ils sont métropolitains. Ils peuvent scolariser leurs enfants à Kinshasa. Ils gèrent les écoles que fréquentent les parents riches, qui payent, et puis ça fait les affaires. Il y a des gens comme nous qui sommes nés, qui avons grandi au village. Lorsque un parent paye chaque fin du mois 1000 francs, c'est un calvaire. Et que les 5000 francs, lorsqu'on les distribue aux enseignants, c'est à peine 3000 francs qu'un enseignant obtenait comme part de la contribution ponctuelle des parents. Et lorsque vous avez un président qui, en 2 ans seulement d'exercice du pouvoir, vous dit « mettons fin à cette pratique honteuse, à cette imposture », ça fait la guerre. Ça fait la guerre exactement parce que les conventionnés ne s'y attendaient pas. C'était une fortune, c'était un bon commerce. Lorsqu'on peut se réjouir de voir les enfants de 6 ans payer les frais pour apprendre ce qui est un droit consacré par notre Constitution, un droit que tout enfant bénéficie, accède au moins au minimum qui est l'enseignement de base, et que vous avez des gens qui parfois ont étudié gratuitement toute leur vie, qui estiment que parce que Tshisekedi a rendu l'enseignement gratuit, il a péché contre eux, et même si la population s'en réjouit aujourd'hui. C'est tout ça que nous avons compris. C'est là que moi, lorsqu'on aborde ces choses, il faut les regarder en face, les détacher des personnes qui font des déclarations pour ne considérer que ce qui sort de leur bouche. Et là, vous êtes journaliste, vous allez prendre les indicateurs en place, nous dire que depuis que nous sommes indépendants, tel régime a travaillé mieux que Tshisekedi. Nous avons trouvé ici un budget de 4 milliards de dollars. Durant 8 ans, 4 milliards de dollars, 4 milliards de dollars, 4 milliards de dollars. Mais je vais vous dire, c'est un budget apparent, parce que les 4 milliards n'étaient même pas réels. Mais en 2 ans, on amène ce budget de 4 milliards à 16 milliards d'un budget réel. Réel, pourquoi? Parce que là, on voit où va l'argent de l'État. Comme il y a un budget réel, on a mécanisé 600 000 enseignants de primaire et de secondaire. Ça, vous n'avez pas vu. Comme il y a un budget réel, on a mécanisé plus de 52 000 fonctionnaires de l'État. Il y en a qui ont commencé leur carrière, qui l'ont terminée tout en étant nouvelle unité. Ça, vous n'avez pas vu, vous. Comme c'est un budget réel, on a construit 5 universités dans le pays. Parce que c'est un budget réel, on construit des routes. Parce que c'est un budget réel, on construit des écoles, on construit des centres de santé. On a construit des hôpitaux dans des camps, parce que c'est un budget réel. L'hôpital Seine de là-bas, qui était plein de punaises, a été refait totalement. Et l'hôpital Mama Yemou est construit parce qu'il y a un budget réel. Et lorsqu'il y avait un faux budget, un budget apparent, on vous disait qu'on a 4 milliards de dollars. Mais moi, je peux vous dire, comme professeur d'université, moi, j'ai passé 4 ans en train de prester comme professeur d'université sans salaire. Et lorsque le président Tshisekedi est arrivé dans ce pays, il a trouvé plus de 16 000 personnels scientifiques impayés. Il a payé tout le monde. Dans nos universités, là, le couloir était plein parce qu'il y a des jeunes assistants doués qui finissaient leurs études et qui attendaient 10 ans pour être engagés comme assistants. Il les a engagés tous. Et le président Tshisekedi a trouvé une affaire de 400 professeurs d'université impayés depuis plusieurs années. Il les a payés tous. Voilà le budget réel. Parce que lorsque vous parlez de budget, vous parlez des efforts, je voudrais que Monseigneur amène aussi ces débats-là sur France 24. Bon, s'il était permis de discuter avec un cardinal sur un plateau de télévision, moi je m'y prêterais. Mais je suis catholique, je ne touche pas au sacré. Mais lorsque lui il parle, il peut aussi amener ça. Il présente les données pour dire aux gens, voici le pays en faillite, ce qu'il a réalisé en 5 ans. Et vous, vous êtes journaliste, vous allez me citer un autre chef d'État qui a fait ça dans ce pays en 5 ans. Amenez-nous les données, parce que là, les infirmiers ont été mécanisés, les médecins qui trimaient ici partout ont été payés. Et il y a eu même 43 000 personnes de santé du coup mécanisées, ce qui était impossible. On a tant vanté le cadre macroéconomique ici.
Mais le cadre macroéconomique, lorsqu'il est mis en place, juste parce que l'obsession c'est de stabiliser la monnaie et que ça ne bénéficie pas au social de la population, il sert à quoi? Quelqu'un a posé la question, c'était hier. Non, le président Tshisekedi a trouvé le dollar à 18, maintenant le dollar est à 28. D'accord. Mais moi, je peux vous dire, par exemple, que le premier ministre du cadre macroéconomique de ce pays, Matata, lorsqu'il est arrivé ici, il a trouvé le dollar à 35. En quittant, il a laissé le dollar à 18. Maintenant, si vous comparez, qui a maîtrisé l'inflation par rapport à l'autre? C'est nous aujourd'hui ou c'est lui qui non seulement n'a pas maîtrisé comme nous, mais lui maîtrisait parce qu'il avait gelé les ventres des gens. Personne n'était payé. Moi, j'étais à l'université. Moi, j'ai fait comme chef de travaux 5 ans. Impayé. Maintenant, vous avez un budget qui est une assiette commune. Lorsque l'argent entre, vous avez un président qui dit il faut régler les pommes du peuple. Mécaniser ceux qui ne touchent pas leur salaire parce qu'ils travaillent. Construisez les écoles et ça, vous les voyez. On ne vous raconte pas des histoires. Et ces écoles sont construites dans tout le pays. Et moi, je peux vous donner un exemple ici. Je suis un fils du Kasaï central. Durant les 18 ans du président Kabila, 18 ans, si je t'amène dans le Kasaï central, je te demande, montre-moi une couche de peinture appliquée sur un bâtiment pendant 18 ans, tu ne me montreras pas. À combien plus forte raison un pont? Lorsque en 5 ans, c'est ce président qui importe 300 ponts. En 5 ans. C'est que les Belges n'ont pas fait en 80 ans. Est-ce que vous pouvez me citer un autre régime qui a dans ce pays-ci réalisé 300 ponts pour qu'on parle d'un pays au bord du gouffre? Aujourd'hui, lorsque nous parlons, les tracteurs traversent les bourses de Lusambo pour ouvrir des routes asphaltées. Et les gens peuvent désormais ressentir la présence de l'État. La route, elle passe, elle est partie d'ici, elle va déjà dans le Kasaï, elle est en train de passer, elle va traverser Kabinda Lubao vers Kindu, asphaltée. Et tel que nous parlons là, la route elle est en route Mouendut vers Kamina, asphaltée. Et tout ça, moi je ne vois pas des éléments qu'on peut comparer avec un quelconque régime qui nous a précédés. Parce que j'ai entendu quelqu'un qui a dit, même si on parle de la révision de la Constitution, comment on va réviser la Constitution pour un pouvoir qui n'a rien fait. Alors il faut qu'il vienne ici me donner l'exemple d'un pouvoir qui a fait mieux que le président Tshisekedi. Et vous avez posé la question du nombre de mandats. Moi j'imagine. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas fétichiser ces choses-là. Parce que nous voulons une république démocratique, nous avons intérêt à ce que le pouvoir lui-même travaille dans des conditions de réaliser les vœux du peuple. La question de révision constitutionnelle, ce n'est pas tout ce que nous disons ici. Lorsque ce peuple voudra qu'on révise la Constitution, elle sera révisée. Lorsque cette classe politique voudra qu'on révise la Constitution, elle sera révisée. Nous sommes avec vous ici. Si nous avançons vers les élections et que la classe politique ici constate que, avec ou sans Tshisekedi, l'IDPS va rester au pouvoir, elle va balancer. Elle peut toujours se dire, mais Tshisekedi lui partage avec nous, on risque d'avoir un extrémiste IDPS qui ne nous voit pas. Elle peut choisir de me tenir. C'est des vœux. Je vous ai dit que cette constitution a été le résultat de ce marchandage-là. Le jour que la classe politique trouvera le consensus de dire on modifie la constitution, nous allons nous taire. C'est pourquoi moi j'ai dit qu'il ne faut pas fétichiser ce débat. Il faut le prendre comme un débat normal dans une démocratie. En ce qui concerne la question que Marcel a posée, la MONUSCO. Non, moi ce que j'ai dit me vient de la MONUSCO. C'est le premier citoyen de cette institution-là, Antonio Guterres, qui a dit que le M23 avait des moyens sophistiqués que la MONUSCO n'avait pas, et la raison qui justifiait que la MONUSCO n'intervienne pas. Il ne faut pas voler à notre armée ses victoires. C'est ça qui est malhonnête et injuste. Notre armée s'est battue, elle s'est battue depuis ces 3 ans, elle a contenu les agresseurs. Il ne faut pas voler à notre armée ses victoires. Parce que la MONUSCO, ce qu'on sait, c'est qu'elle a des moyens. Si elle avait besoin d'intervenir dans cette guerre-là, il n'y aurait même pas guerre. Parce qu'on l'a vu comment, lorsque ces gens-là arrivent à proximité de ces camps, on a vu comment la MONUSCO se comporte. Et quand bien même elle le ferait, c'est d'un devoir, parce que nous sommes membres des Nations Unies, il convient que cette politique de 2 poids 2 mesures cesse à un moment donné.
Nous, ce que nous voyons, c'est que ce que vous voyez, vous êtes désormais en face des militaires congolais habillés comme des militaires. Ça, vous n'avez pas vu, je ne connais pas votre âge, mais je ne pense pas que depuis que vous êtes né, vous avez vu un militaire congolais habillé de cette façon-là. Ici, au moins, vous les voyez habillés de cette façon-là. Vous les voyez protégés, vous les voyez armés. Vous voyez les hôpitaux construits dans des camps militaires et des hôpitaux de grande facture. Bien évidemment, on ne les a pas encore réalisés partout, mais je crois que le travail a été fait, qui n'est pas un travail comparable. Et donc, ici, il faut reconnaître à notre armée ses victoires, parce que lorsqu'il y a des défaites, vous dites l'armée ne fait rien. Au Congo, ils totalisent 3 ans sans prendre Goma, sans prendre Bukavu. C'est pour la première fois. Chaque fois qu'ils sont venus avec l'AFDEL, ils ont fait dans quelques jours. Lorsqu'ils sont venus avec le RCD, ils l'ont fait dans 2 jours. Lorsqu'ils sont venus avec CNDP, ils l'ont fait en une journée. Avec M23, ils l'ont fait en une journée. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, donc il y a une armée qui se bat. Il y a un commandant suprême qui s'organise, qui s'est organisé, qui a donné des moyens à cette armée. Il faut reconnaître à notre armée ses victoires, il faut reconnaître au président de la République ses mérites pour ce travail qu'aucun autre n'a réalisé. Merci beaucoup. On va limiter pour la deuxième série parce que l'honorable s'est vraiment étalé. On prend d'abord la première question en lingala avec Gilva, parce qu'on a essayé un peu d'échanger des cadres. Et la suite, c'est avec Pakoto, la presse parlementaire. Et on va prendre la suite juste après. Question lingala, Gilva. Merci beaucoup. Nous savons également que depuis que le Congo a été Congo, il n'y a jamais eu, malgré tout ce qui s'est passé depuis le Congo jusqu'à nos jours, aucun parti du Congo a été récupéré par l'ennemi. Mais aujourd'hui, dans la partie Est, il y a plusieurs districts et quelques villages sont sous l'emprise de l'ennemi. Quels sont les mécanismes que vous allez mettre en place en sorte que même s'il y aura la révision de la Constitution, on parle de Bunagana, on parle d'autres villes qui sont sous l'emprise des Tornenanga et M23. Qu'est-ce que le gouvernement fera en sorte qu'il y ait la récupération totale des parties du pays qui sont sous l'emprise de l'ennemi et que la révision puisse trouver sa place au sein de la Constitution de la RDC? Voilà, j'ai dit au moment de ça. Merci. Pour des raisons d'équilibre, Télé 50 pour finir la série. Alors, moi, je veux aller. Donnez-lui le micro. Rapidement. Non, on va Merci beaucoup, la méthode. Je me nomme Gaëtan Kouba-Romazi, je suis journaliste à Télé 50. J'avais 2 préoccupations rapidement. Je vous en prie. Les propos du cardinal, ce n'était pas la première fois que
orienter, sachant que le cardinal est quelqu'un qui part dans le Congo profond, il a des informations de première main. Qu'est-ce que ça vous fait que, après 6 années au pouvoir, vous dites que votre pouvoir, vous êtes un pouvoir qui a justement un souverain État qui est toujours en qualité? L'autre question concernant la révision constitutionnelle, n'avez-vous pas l'impression qu'on est en train de, l'histoire est en train de se répéter? Vous avez dit qu'il n'y a pas de grandes manifestations jusqu'ici, et nous savons qu'il y a 10 années, ou presque 9 ans, il y a eu des grandes manifestations à cause du même sujet. Jean-Claude Katembe a dit, lorsqu'on veut initier la révision constitutionnelle alors que les fondamentaux de l'État sont fragiles, c'est suicidaire. Alors, si les mêmes causes produisent les mêmes effets, peut-être que ce sera la première fois que la population va dans la rue pour protester contre le pouvoir. Merci beaucoup. D'abord, vous l'avez si bien souligné, il n'y a pas aucune révision constitutionnelle n'intervient en période d'état de siège. C'est pour vous dire que il y a eu une petite contradiction dans votre propos, parce que vous avez en même temps dit qu'il y a un projet de révision constitutionnelle. Moi, je ne connais pas qu'il y ait un projet de révision constitutionnelle. J'ai tout simplement rappelé qu'il faut, en démocrate, reconnaître aux gens leur liberté de réfléchir. Si vous réfléchissez, vous dites on doit maintenir cette constitution, c'est une réflexion, vous pouvez bien évidemment la soutenir, vous pouvez la motiver. Si moi, je me lève un jour, je dis qu'il faut modifier la constitution, je suis congolais, encore que la loi, la constitution me donne la possibilité de participer à l'initiative en récoltant les signatures, en exigeant cela, je peux réfléchir, je peux commencer. Donc c'est un droit, c'est là que je dis qu'il faut qu'on soit tolérant de ce point de vue-là. Il ne faut pas qu'on en fasse une question de vie ou de mort. La Constitution, c'est une institution. Les institutions sont certes faites pour durer, mais ces durées ne sont pas stéréotypées. Ça se modifie. En France, on vous dit que nous avons pris beaucoup de choses de la Constitution française. Ils ont modifié, ils sont partis du septennat au quinquennat. Le sens inverse ne me paraît pas impossible si les Français veulent le faire. Ils peuvent toujours partir du quinquennat et puis aller plus loin. Donc c'est tout à fait légitime que les gens réfléchissent un peu comme ça. Mais ce qui me surprend, c'est là où vous dites que depuis que ce Congo est Congo, il n'a jamais connu d'occupation. C'est seulement avec le président Tshisekedi qui a Bunagana, qui a occupé tout ça. J'ai semblé dire ici, excusez-moi, j'avais posé la question à Martin, tu as quel âge? Ce n'est pas ce que je vais demander. Moi aussi, je suis jeune quand même. Mais je sais que nous avons fait appel aux Marocains pour libérer de provinces occupées sous Mobutu dans ce pays. Nous avons fait appel aux parachutistes belges, parce que là, pour libérer Kolwezi, tout ça, il y a eu vraiment des territoires, des grands territoires, des territoires importants occupés. Ce n'est pas la première fois, pour vous dire. Et même à l'arrivée du président Mobutu au pouvoir, il a trouvé des territoires occupés, pas n'importe lesquels. À l'arrivée du président Kabila au pouvoir, il a trouvé les territoires occupés. Lorsque je dis des territoires, c'est des provinces entières, parce que plus de la moitié du pays était occupé depuis, pas une année, depuis 4 ans. Donc, ce n'est pas pour la première fois. Il faut qu'on corrige ça, parce que c'est l'histoire immédiate. On peut encore la prendre avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut la revivre. Donc, lorsque le président Tshisekedi est arrivé et qu'il a commencé la campagne pour la stabilisation de l'Est, chaque fois que nos troupes reprenaient un village dans l'Ituri ou dans le Nord Kivu, les médias vous disaient ça fait 22 ans que ce village-là est occupé. Vous n'avez jamais entendu ça. Vous êtes quand même plus journaliste que moi, je sais que vous avez beaucoup d'informations là-dessus. Donc, il y a de ces villages qui sont occupés depuis l'arrivée de l'AFDEL dans ce pays ici. Lorsque le président Tshisekedi est arrivé, il les a trouvés occupés et il a commencé à les récupérer. C'est comme ça que le Rwanda est allé s'organiser. Il faut dire que nous battons contre une armée effectivement armée. Les Nations Unies l'ont reconnu. Et nous avons commencé à nous battre pendant que nous étions sous embargo. Ça, vous le savez. Et nous nous sommes battus. Nos militaires sont battus. Nous avons obtenu la levée de l'embargo, une grande victoire
diplomatiques, notamment la suppression de la fameuse mesure de signalisation. Nous avons obtenu ça. Nous continuons de nous battre. Donc, ce n'est pas une exception. Et ce que je note ici, c'est que la volonté, telle que celle exprimée par le président Tshisekedi, depuis que cette barbarie a commencé avec les troupes rwandaises sous l'ombre de l'AFDEL, cette volonté n'avait pas existé jusqu'ici. Nous avons un président qui porte le Congo en lui, qui porte le Congo sur lui et qui le défend absolument bien. Donc, je crois que c'est différent et qu'on ne peut pas comparer les deux situations. En ce qui concerne le propos du cardinal, vous y revenez. Est-ce que l'histoire se répète? Moi, je pense que non. L'histoire ne se répète pas. D'abord, il faut noter que cette constitution, lorsque on l'adopte, moi j'avais déjà un certain âge, parce que j'avais fini l'université pratiquement. Je sais qu'il y a eu des provinces qui ont voté à 90% non. On a même publié. Le lendemain, on dit non, c'était une erreur. C'était plutôt oui, comme le Kassai central. Je sais qu'il y a des opposants qui ont tenté de battre campagne. Les Fang Djongo qui ont bâti campagne pour le non, ils ont été carrément séquestrés au Pont Gabi ici. Et j'étais en prison parce qu'ils battaient campagne pour le non. Je sais. Moi, je sais que nous, à l'UDPS, nous ne l'avions pas accepté. Nous avions expliqué qu'il y avait des raisons innombrables pour lesquelles elle n'était pas la bonne constitution. Je sais. Donc tout ça, c'est des paramètres qui font que l'histoire ne se répète pas. Pourquoi l'histoire ne se répète pas? Même si vous dites que le cardinal était relancé. Mais le journaliste, c'est ce que vous faites. Vous insistez, nous avons parlé de la Constitution ici, vous y revenez. Nous avons parlé, vous y revenez. Ce n'est pas pour autant que je vais tomber dans des émotions. Je vais continuer de vous dire ici que ce Congo n'a pas connu un président comme Tshisekedi. C'est une évidence. Et je vous le dis avec des éléments de preuve. Je ne veux pas changer parce que vous êtes revenu 2 fois. J'insiste sur le fait que l'État là, s'il était un État failli, ce n'est pas aujourd'hui qu'il l'est. Parce qu'il l'a été effectivement, au moment peut-être que Monseigneur le cardinal n'avait pas vu ça. Lorsque l'école catholique était l'école la plus coûteuse et qu'elle se vendait à très cher, où l'on a admis que les enfants du primaire puissent payer aussi cher dans des établissements de l'État, même s'ils étaient gérés par l'Église, comme ça s'est fait pendant ces 30 ans ici dans ce pays. Et que lorsque vous avez un président normal qui vous dit que ça, c'est pas humain, qui met fin, vous pensez que ça devient un problème. Ça ne va pas s'arrêter, la gratuité de l'enseignement, elle est là, quel que soit ce qu'on va dire, elle est là, nos enfants doivent continuer d'en bénéficier et les améliorations vont continuer parce que les écoles sont en cours de construction. Vous avez vu les bancs en train d'être déployés dans des universités. Moi, j'ai étudié à l'université, je n'avais pas de bancs. On s'accrochait aux fenêtres. C'est depuis que le président là est président dans ce pays que les universités ont commencé à avoir des bancs. Et ça, vous pouvez le dire, vous êtes des journalistes, vous avez été aussi dans des universités comme moi, vous avez vécu ça. Il faut le dire qu'aujourd'hui, le service national est en train de distribuer des bancs dans des universités, dans des écoles, ça s'est fait. C'est lorsqu'on distribue des bancs, c'est lorsque l'enseignement est gratuit, c'est lorsqu'on paye les enseignants, 600 000 enseignants qui ont travaillé comme des esclaves pendant 20-30 ans, que l'État devient l'État failli parce que tout simplement, on a demandé à l'Église de ne pas violer la Constitution en percevant des frais sur les enfants du primaire. Je ne pense pas. Moi, je me dis qu'à ce niveau-là, il faut se débarrasser de l'émotionnel. On regarde les choses telles qu'elles sont faites, on les observe en face et on prend position. Pour nous, l'enseignement est gratuit et doit être obligatoire. Parce que c'est un droit le plus élémentaire. Pour l'enfant qui vient au monde, il doit être éduqué. Vous ne savez pas les retombées. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, Koulouna, rébellion, tout ça, les gens voient ce qu'il dit. Mais ça, ce sont des retombées de l'abandon de l'école il y a 30 ans, il y a 25 ans. Parce que tous ces jeunes-là, qui aujourd'hui coupent les bras des gens, s'ils étaient passés par l'école comme vous et moi, est-ce qu'ils prenaient les machettes pour être dans la rue? Ils ne le feraient pas. Quand bien même ils seraient chômeurs, ils croiraient en l'État. Mais si aujourd'hui ils ont pris des machettes, c'est parce que vous leur avez privé l'accès à l'école en imposant à un enfant de primaire de payer les frais à l'école. Et c'est ce que Tshisekedi ne fera pas. Donc nous pouvons être d'accord que cette phase est une phase derrière nous. L'Église aura beau parler, la gratuité de l'enseignement demeure, elle reste.
Et si l'Église voudra qu'on aille demander au peuple, au référendum, s'il veut la gratuité ou il veut ce que l'Église veut, nous irons demander au peuple. Ce que je sais, c'est que le peuple est d'accord avec nous sur cette question-là. Le dialogue, je crois que c'est la dernière question que vous avez posée. Mais moi, j'ai suivi le chef de l'État hier. Il a dit qu'il est totalement ouvert si un Congolais a besoin de l'approcher et de discuter avec lui sur une question donnée. Et la preuve, c'est que Monseigneur le cardinal lui-même, sur le plateau de France 24, il a dit « J'ai été avec le chef de l'État, j'ai demandé à le rencontrer ». C'est pour vous dire que le président Tshisekedi n'a jamais eu de porte fermée. Il est ouvert. C'est lui qui veut venir discuter avec lui sur une question de la République, il doit le faire. Mais en même temps, parce que nous avons dit ici qu'on ne cite pas le mot révision de la Constitution. Le dialogue, lui, il est dans quel article de la Constitution? Parce que nous avons dialogué avec le peuple aux élections en décembre. Le peuple a établi des institutions. Vous vous retirez à côté sans aucune légitimité, vous dites dialoguons. C'est dans quel article de la Constitution? C'est pour vous dire qu'il y a des couacs. Il y a des couacs, il y a des problèmes. Et pour avoir expérimenté cette Constitution, nous pouvons bien évidemment arriver à un moment où on peut se dire, est-ce qu'on peut réfléchir? Les États-Unis d'Amérique ont un droit de type anglo-saxon. Ils ont eu une constitution vieille de plus de 300 ans. Je vois les gens qui comparent les États-Unis à nous. Non. Ils ont un juge puissant qui adapte cette constitution à chaque situation. Au nom de la Constitution américaine, l'esclavage était normal. Au nom de la Constitution américaine, qui n'est pas révisée, l'esclavage est interdit. Au nom de la Constitution américaine, les femmes ne pouvaient pas voter. En son nom toujours, les femmes votent, elles sont même candidates président de la République. Vous savez que tout le monde en 1956, seulement ici, 1956, lorsqu'on lui a dit qu'il faut que les Noirs votent aux États-Unis, il a posé la question au Sénat américain. Mes chers frères, est-ce que vous comprenez ce que vous dites ou vous rêvez? Vous dites que les Noirs viennent voter avec nous. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on appelle tous les singes de nos brousses pour voter avec nous? Est-ce que vous comprenez? En 1956. Ça, c'est aux États-Unis où un sénateur demande, parce que vous voulez que les Noirs votent, je crois qu'il est temps qu'on appelle tous les singes de nos brousses qu'ils viennent voter avec nous. Parce qu'il estimait que cette race n'avait pas probablement la capacité de discernement pour voter et choisir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et en moins de 40 ans, un Noir est devenu président aux États-Unis. Parce qu'il y a un juge constitutionnel fort, la Cour suprême des États-Unis d'Amérique, qui pose des principes, et ça dépend aussi du droit américain, où le juge peut écrire en permanence une constitution et des lois. Mais nous sommes du droit romano-germanique. La France, qui est la démocratie de référence chez nous ici, elle n'a fait que changer. Et vous avez vu que la 5e République, elle a des problèmes. Les Français se posent aujourd'hui la question, est-ce qu'il faut garder ça? Est-ce que c'est encore... Moi, j'ai vu des collègues professeurs français qui viennent nous poser à nous la question si nous pouvons partager avec eux notre expérience sur le système proportionnel, parce que le système mixte qu'ils appliquent chez eux là n'arrive plus à faire fonctionner la chose. Et là où nous allons, la crainte que le Front National ne s'empare du pouvoir va sûrement amener la France à des modifications, y compris les plus radicales, pour sauvegarder la République. Et ça, on peut le faire lorsqu'on est une nation sérieuse. On ne doit pas faire de ça un problème, un tabou, comme si nous parlions de trafic d'êtres humains. Non, nous parlons d'une constitution rédigée par des gens qui l'ont adaptée à leurs intérêts et à leur situation de belligérants. Aujourd'hui, vous vous plaignez de l'impunité. Vous avez connu l'affaire Matata ici. Au nom de la Constitution, le juge vous a dit qu'on ne peut pas juger l'ancien Premier ministre. Et vous tous, vous criez dans la rue, mais le procès est bloqué. C'est au nom de cette Constitution-là. Et si vous voulez qu'on juge les anciens Premiers ministres, comment vous allez les juger avec cette Constitution, au nom de laquelle le juge vous a dit qu'on ne peut pas juger un ancien Premier ministre? Il faut réfléchir sur tout ça. Est-ce qu'on consacre l'impunité, si c'est vrai que la Constitution consacre l'impunité? Est-ce qu'on maintient ça ou bien on avance? Je ne veux pas que les gens polémiquent lorsque des questions de réflexion sont placées sur la table dans une république, j'insiste. Et donc, j'imagine que le CG Kabouya, qui a réfléchi à haute voix, il a ses raisons pour lesquelles il a pensé qu'on peut mettre sur table un tel débat.
et que si la majorité des Congolais y adhèrent, vous êtes qui pour empêcher au peuple d'exprimer sa souveraineté? Il va l'exprimer. Voilà un peu comment moi je peux répondre à cette question-là de révision constitutionnelle. Lingala, je crois que j'y ai répondu en français malheureusement. J'ai répondu en français, non? C'était la question du dialogue. Donc, na lobby boyi. Les awa tozali mboka oyo babengi république elingi koloba eloko oyo ya bato nyonso biso nyonso tosangani tolobi nga na tie mabele na ngai nga na tie zamba na nga na tie bale na nga na tie boye totie esika moko tovanda esika moko, donc vouloir vivre ensemble. Na république pe makanisi mosusu ekobima yake totia mibeko oyo esali ke biso population nde tozwaka mikano to desidaka oyo babengi démocratie nyonso esalema na kombo ya population. Na yango tango tozali koyoka nyonso wana badeba mingi ezobima na mboka esengeli kaka tozongelaka population mpo na likanisi ye etali constitution ata tobendani biso bapoliticien suka eza kaka peuple nde ifo akata likambo wana ntango tokozwa mokano ke tosala to tosala te. Mpo na nini na 2011 baye bazali kokamba ekolo batalaki bamoni balobi ke na mobeko likonzi oyo ya biso ezali na autorité moko te oyo asengeli soki mobeko ekomi mabe abengisa population na référendum mpona kosala mobeko mosusu. Yango atalaki alobi te topesa ningisa wana na mokonzi ya mboka yende balobaki na 2011 ke soki amoni ke mobeko tozali kosalela ezali lisusu kitoko te abengisa peuple atuna bango soki tokosala mobeko mosusu soki tokochange mobeko tozali na yango. Mais soki moto abimisi makanisi alobi ke tokanisa to réfléchir soki tokoki ko évoluer ou bien tokoki kosala nini afingi moto te asali oyo eki kosala nene tozaka na république atie débat na mesa tokoki kodiscuter yango po peuple nde arbitre tozali na yango akipe koloba ke nalingi makambo wana te ou bien alobi ke nga nasengi obe ndenge wana. Mpo na nini soki totali mpe constitution yango banda tosala yango eloko ya motuya oyo tosalelaka constitution wana ezalaka mpo na ye te moto moko te na kati na biso abima lisusu na lisanga ya kokonza mboka na ndenge ya demokrasi akende kozwa manduki ondire tozali na zambe pa banyama aluka bokonzi. Me banda totie constitution wana tozomona ke comportement wana esili te, donc constitution ekoki kopekisa bato bazali na makanisi ya bonyama te bazwaka manduki babomaka bato mpona koyela bokonzi. Sikao likambo tolinga tosilisa tango tozwi constitution oyo tomoni ke esili te. Est-ce que bato bakoki kovanda te ba réfléchir ou bien batu na peuple est-ce que peuple osepeli nango to osepeli nango te? Yango mpe ezali kaka obe na mobeko na yango topesa makanisi nga nalobi te ke nazali na bosenga ya kochange constitution obe ya korevize yango, mais namoni ke lokola badémocrate soki moto abimisi makanisi ya ndenge wana toyoka ye mpe apesa makanisi na ye soki makanisi wana évolue suka tozali na arbitre na biso peuple nde akokata yango. Po ata article 220 oyo tolobaka ke moto asimba yango te na 2011 basimbaka yango te. Po na article 220 tolobaki ke makoki oyo ya province oyo etali pouvoir ya baprovince na baentité décentralisée tokosimba te. Mais na 2011 babotoli assemblée provinciale monopole na ye ya kovote na kolongola gouverneur bapesi ndambu na mokonzi ya mboka. Eza article 220 basi basimbi yango te. Est-ce que tokufaki toza kaka wana? Donc ba réalité ya mboka pe ekosala ke mibeko ya mboka évolue wana ezali mpona motuna oyo botuninga makambo ya constitution. Likambo ya makambo oyo monseigneur cardinal alobi nazongeli yango nalobi ke monseigneur azali monseigneur mais azali pe obe mwana mboka azali na droit na ye ya koemettre point de vue
na ndenge mboka ezali kokambama yango tobengi démocratie. Mais oyo auti kobimisa ezali na bosolo te. Pona nini alobi ke tozali na mboka moko banglais babengaka failed states, donc état failli, mboka ezokende kokufa. Nana kanisi soki ifala bimisa liloba wana ezali 5 ans 10 ans sima na biso. Tango tozalaka kozela na bamboka na biso po ekole tongama tobanda kozela ba Belge baya. Lelo tomoni ke tozali na mokonzi oyo azali kotonga ba ekole na bamboka nyonso rekile. Likanisi wana koloba ke mboka ezali kokufa ba indicateur nyonso ezali rouge. Ezaki bien. Awa tozalaki na 10 ans tango bazalaki kofutisa bana ya 5 ans 6 ans po atanga classe il faut bafutisa ye mbongo. Yango omoni bana ebele bazwa chance ya kokota kelasi te bakoli ndenge wana bakomeli biso bakuluna. Oyo tozali ko gérer lelo ezali conséquence ya comportement oyo mbula matadi na église bazwaki en complicité. Église abando futisa mbongo ebele na classe po bana babola bakota classe te. Na yango tango mokonzi Tshisekedi aye alobi ezali injustice. Classe ya mwana muke ya mbula wana akozwa mbongo wapi po ake ofuta. Alobi bana bakota kilasi ofele. Ezali différent entre biso bato tokola na mboka toyebi importance ya likambo wana. Po ba mosusu bakola na bango na Kinshasa wa batanga na boboto bafutaka ba 200,000 ba 2000 ba $1000. Biso bato tokola na mboka touti mboka toyebi valeur ya likambo oyo mokonzi ya mboka asali. Po na nini 98% ya bana wana bazali na boboto te bazali na bosangani te. Bazali kuna omboka na bazamba bango nde toboyaki bakota kilasi. Tango tozoboya bakota kilasi soki baye Kinshasa moye bazwa musala ezali te nini bakende balabala. Yango lelo batondeli biso a rebele tala nanu calcul bazali kosala. Mbula na mbula 6 millions d'enfants bazokota école te pona mbongo. Mbula nyonso 6 millions. So sangisi 6 millions na 30 ans tozi tosali na système wana ya buzoba ya kufutisaka bana mbongo. Oki ko calculer nombre ya bakulu na to créer na mboko. Tant mokonzi ya mboka bi en même temps tozo gérer bakulu no wana. Eza charge batikeliye mukumba wana. Yango wana fongoli lisu service national bana wana bakendaka koyekola misala maboko basalisa mboka. En attendant que tozo gérer bango toko balisusu te ko créer ba chèque mususu. To fongola bitelo mwana Kongo nyonso oya mobola na oya riche bakota classe mabeni ya sali. Na yango tangu ozomona makanisi wana yango nde komeli biso mabe po complot oyo église basalaki na mbula matadi ya kala bafutisaka bana wana mbongo bana mike po bakabolaka mbongo wana ezosimba lisusu te. Awa mokonzi Tshisekedi alobi akotika te bana bakotanga kaka ofele soki oyo esili tomati na humanité bakomi ofele lisusu soki humanité ekoti alobi tozoko bango na université bana batanga classe ofele asali mabete na peso likambo mosusu wana alobi ndenge mboka ezokende faillite ndenge monseigneur alobi biso tokoli na biso tanto tozokola tobana kozela kaka ba Belge bakozonga bakolonize biso mokolo nini po batongela biso ba école biso rêve na biso zaka wana to bana kansaka ke ba école wana po etongama il faut kaka ba Belge bazonga biso to ba ke po batonga école zaka Belge tangu ye mokonzi Tshisekedi aya lakisi teke ya okikotonga koleka ba Belge po bango basali 80 ans batongi kaka ndambu ya lobite nga na 5 ans na kotonga na secteur nyonso école centre de santé na bâtiment administratif na 5 ans yo yebi na mboko mokonzi nini asala likambo ya ndenge wana awa baenseignant kutu tozali kolobela wana mingi ata salaire moki wana bazaka kozwa te po babana obenga bango nouvelle unité koya aye abimisi mbongo po budget amatisi budget elongwe na 4 milliards ya lokuta ekomi na 16 milliards ya solo tango budget wana emati nde toye kozwa mbongo to mécaniser bato wana baenseignant plus de 600 000 babando zwaka salaire na bango po ebele pe basala musala wana pendant 30 ans 20 ans bazali kobenga bango ba nouvelle unité mabe nini sikoyo ye Tshisekedi asali po babenga ke mboka ekomi failli po basango bazali kozwa lisusu mbongo na école te mabe nini ezali kaka po na bolamu bana mboka na yango biso tolobi tokotika yango te
gratuité ezali kokende na bao basali ba université privée na bangwana ekomi commerce so tokomi na université kokoma pe ofele kaka bana batangaka po soki yo na ngai tozali awa po tokenda classe soki tokenda classe te toka pe kozala kuna na matonge to na gombe kuna tosimi machette tozozukisa bato siko to continue lisusu kosala makambo wana po bato mosusu bazolinga bazwaka na compte na bango bana bakenda na balabala tokosala yango lisusu te na yango mokano wana ekontinue mboka sikoyo o mboka wapi ekomotonga bapont biso tosali bamboka oyo ngai esika bapona ngai député depuis nabotama ti nakola boye nakomi professeur à université natikala komona point à 5 mètres te basali na mai à part bapoint ya mike babelge batikaka ekweya nyonso yango omoni ekomi soki moto aza mbasuka kuna aloni bilanga na ye moyen akomisa yango na kana ekokoma te po pont ezali te na 5 ans ya pamba oyo Tshisekedi asali 300 pont ya sika euti poto ya bafrançais ya minene ezokende kokotaka baebale na biso nyonso na mboka wana nde mboka ezokende faillite oyo bamonika lelo oyo mboka bato na Kanyama Kasese mboka bato akamina province moko ekomaki enclavé neti eza ignoré babalabala ya makadama ezotongama yo tikala omona eloko wana na mboka oyo banda obotama mbala liboso tozomona yango boye biso tokutaka basoda bazoke bituma na mapapa Tshisekedi alatisi bango na hôpitaux etongami na bakan ezokoba kotongama po basoda bazala bien babunda awa makambo mosusu balobi ya état de siège balobi esali eloko te yango na lobi banda bitumba wana ebanda na 96 soko bato wana babandi kaka bitumba lobi bazwi Goma lobi kuna bazwi Bukavu mbala liboso bazobunda mbula misatu yango oyo bazwa Goma bazokoka te mpona nini po Tshisekedi alatisi basoda abongisi moyen na bango nano ebongi penza bien te mais azokende kobongisaka adepanse mpe mbongo ebele na armée bino siko bozali bajournaliste botalela biso na répertoire ya mboka oyo boyebisa ngai président nini na mboka oyo asala makambo oyo président Tshisekedi asali na 5 ans po tolobake mboka eza état failli président nini donc ozomona ke eza bapropos moko toki kobenga yango na lopoto sentimentaux ezali bapropos objectif te donc biso tozali wana soki ezalaka ke bapermetaka débat na monseigneur tokai kosala yango mais monseigneur azali pasteur na biso aza na droit ya koloba biso devoir na biso ezali mpe ya koyanola bana mboka bayeba ke liloba oyo ezaki na nzela te oyo ezaki na nzela te moke nazalaki na yango oyo ya koloba na likambo wana yango wana. Merci beaucoup, honorable. Peut-être ensuite remercier presse et cohésion cohérence et harmonie du bureau de l'Assemblée nationale. D'abord, je vous ai dit que le bureau de l'Assemblée nationale est issu de la majorité parlementaire, qui est la majorité du président de la République. Dans l'étude classique de régime politique, lorsque nous avons un système comme le nôtre ici, il est soit semi-parlementaire, soit semi-présidentiel. Peut-être qu'on n'en parle pas tellement. Le système congolais n'est pas semi-parlementaire, il est semi-présidentiel. Pourquoi il est semi-présidentiel? Parce que ici chez nous, le président de la République codéfinit la politique de la nation avec le gouvernement. Et le gouvernement l'applique. Ce qui est différent avec la France. En France, on vous dit le gouvernement définit la politique de la nation, il l'applique. Ça signifie quoi? Le gouvernement peut dire au président, bon, yo vanda na kanayo, moi je dirige le pays sans toi. C'est ça qu'on appelle cohabitation. Notre constitution n'a pas permis ça. Il n'y a pas de cohabitation dans notre constitution. C'est pour vous dire que le régime est semi-présidentiel. À tout prix, le Parlement, qu'il soit majorité présidentielle du côté du président ou une majorité opposée au président, chez nous au Congo, le Parlement est obligé de faire avec le président de la République parce qu'ils doivent avoir la même politique nationale. Voilà l'intelligence qui a été inscrite dans cette constitution-là. Si vous regardez bien chez nous, en France, on va vous dire que le Conseil des ministres est dirigé par le président de la République. En son absence, il est suppléé par le Premier ministre. De droit. Hein? Mais chez nous, ce n'est pas comme ça. Le Conseil des ministres est dirigé par le président de la République. Point.
celui-ci peut déléguer. Donc le président peut déléguer ce pouvoir à la première. C'est son pouvoir à lui seul. C'est différent de la France. Donc, majorité autorisée en assemblée, majorité, il y a président Tshisekedi. Il n'est pas imaginable qu'il n'y ait pas cohérence au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Parce que c'est un bureau issu de la majorité du président Tshisekedi. Et en français, dans la classification des régimes politiques, on parle du couplage. Lorsque un chef de l'État est élu président et que la majorité lui appartient, donc il a les deux pouvoirs, législatif et exécutif. Parce que la majorité parlementaire est pour lui, le pouvoir exécutif est pour lui, on parle du couplage. Il n'y a pas possibilité que nous, bureaux issus de la majorité du président Tshisekedi, qu'on n'ait pas de cohérence. Parce qu'au-delà de tout, nous avons toujours un arbitre qui va faire que s'il n'y a pas cohérence, il va mettre de l'ordre. Donc, il y a cohérence au bureau. Nous travaillons en toute harmonie et dans le respect mutuel. Chacun joue son rôle sans problème. Alors, la presse sur le contrôle parlementaire. Moi, je vous ai dit que depuis que nous sommes là, aucune initiative du contrôle parlementaire n'a été étouffée. À peine nous sommes installés, nous avons été saisis par la justice, le procureur général. Il nous demandait de lui livrer un ministre pour être jugé. L'Assemblée ici a siégé et l'a livré, le ministre. Ce que le procureur général va en faire, c'est son problème. C'est ça aussi la séparation des pouvoirs. La justice, le parquet, il a le droit d'appréciation. S'il décide de continuer, il continue. S'il décide de classer sans suite, c'est du droit. Nous n'avons pas le droit d'aller poursuivre ce que le parquet en fait. L'article 151 de la Constitution nous l'interdit. Donc, les initiatives des députés, questions écrites, questions orales avec débat, toutes ces questions-là ont été transmises aux ministres concernés. Il y en a qui ont déjà répondu, il y en a qui viendront répondre ici devant la représentation nationale. Et si elle n'est pas satisfaite, elle va les punir. La différence que nous avons avec l'IGF, c'est que nous avons la balance et le glaive. On juge, on punit. L'IGF n'a pas la punition, elle doit recourir à la justice. Nous pouvons punir ici, on termine cette affaire-là ici. Donc, il n'y a pas d'initiative de contrôle parlementaire qui ont été étouffées ici. C'est pourquoi je dis que la presse, lorsque vous êtes là, votre rôle, c'est d'informer. Et pour bien informer, il faut être bien informé. Lorsque vous n'êtes pas bien informé, vous pouvez tout ramasser dans la rue et communiquer. On commence à parler des infox comme les termes que vous utilisez souvent. Et nous sommes, vous pouvez vous rassurer que moi, je suis disposé de répondre à la prochaine, à vos sollicitations. Si vous voudrez bien que je donne des lumières sur des questions de la République, nous sommes responsables et nous avons des charges que nous assumons pour le compte de la nation et de notre peuple. Nous lui sommes donc redevables, y compris par votre entremise, parce que vous interchangez avec le peuple. Nous pouvons donner les lumières sur toutes ces questions qui peuvent se poser, y compris ici, au sein de l'hémicycle ou dans la gouvernance. Nous n'avons pas de tabou sur ces questions-là. Par moment, on vous a parlé de la corruption. Par moment, il y a des choses, c'est tout à fait normal. L'IGF, c'est un OPJ. L'IGF peut être saisi par une clameur ou par un soupçon. C'est pourquoi elle défère au juge. Lorsque le juge vérifie, il voit que le dossier est vide. Est-ce qu'il doit condamner pour condamner? Ce n'est pas ça l'état de droit. Donc il faut que chacun joue son rôle. C'est ça l'état de droit lorsqu'on doit penser que parce qu'on a arrêté quelqu'un, on l'a libéré, donc il y a impunité. Non. Sinon, vous êtes en train d'inverser les principes. Chez nous, le principe, c'est la présomption de... Hein? Voilà. C'est la présomption d'innocence. Parce que là, vous voulez commencer à faire la présomption de culpabilité. Donc ici, nous voulons que l'IGF instruise, que l'IGF saisisse la justice. Si la justice trouve que c'est flou, c'est pas clair, et respecte les droits de la personne, on libère. Et lorsqu'on libère, non, Toebaka qui est bakotikaye. Toebaka qui est bakotikaye. Parce qu'on est tellement présomptueux qu'à un niveau donné,
on est emballé par la clameur, autant que la presse aussi ne joue pas pleinement son rôle. Et puis, on juge avant même que les gens soient jugés. C'est comme ça que par moment, vous trouvez déjà l'Oba, tout ça, ce n'est pas bon pour les droits de l'homme. Et nous vous avons prouvé ici que nous sommes un régime qui laisse faire les libertés. Pas parce que vous êtes allé demander aux gens de faire la sécession, parce que vous êtes allé demander aux gens de faire des rébellions, et vous considérez que c'est une liberté, on vous arrête, on vous juge. C'est ça aussi l'état de droit. Alors, tout cela, que vous soyez politicien ou journaliste, si on a trouvé sur vous des preuves, vous affirmez que vous avez vu les services tuer quelqu'un, et qu'on vous demande de donner ces preuves parce qu'on veut avoir la vérité, vous dites non, non, secret professionnel, on vous juge, on vous condamne. Voilà un peu comment ça fonctionne dans une démocratie. Merci beaucoup, mesdames et messieurs de la presse internationale et internationale. Merci de votre disponibilité. Merci également à l'honorable président. Comme c'est lancé, c'est maintenant un exercice qui sera ouvert à tout le monde. À la prochaine occasion. Merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Permettez